Je m'appelle Bernard. Bernard Sauvaget. 85 ans le mois prochain. J'ai été instituteur. 37 ans dans la même école, à Roanne, dans la Loire. Pas une grande ville, pas une petite non plus. Juste Roanne. Le marché le dimanche matin, l'odeur du pain chaud depuis la boulangerie Thévenot, qui existait encore à l'époque, les platanes sur le cours de la République. Je suis né ici. Je suis resté ici. Et je mourrai ici, probablement dans cette chambre, avec cette vue sur le jardin que j'ai planté en 1978. On me demande ce que je regrette. Drôle de question, ou pas drôle du tout au fond. Je vais vous dire quelque chose que j'ai mis 40 ans à comprendre. Pas 40 ans à vivre, à comprendre. C'est pas pareil. On peut vivre quelque chose et passer à côté de ce que ça voulait dire. Je l'ai fait, longtemps, toute ma vie presque. Mon regret, mon vrai regret, ce n'est pas d'avoir manqué des vacances, ou de ne pas avoir voyagé assez, ou de ne pas avoir gagné plus d'argent. Je gagnais pas grand-chose, c'est sûr. Instituteur dans le public dans les années 70, c'était correct, honorable, mais c'était pas de quoi changer de voiture tous les 2 ans. Non. Mon regret, il est plus profond que ça. Plus douloureux. Il concerne quelqu'un d'autre et pourtant il m'appartient entièrement. Attendez, je vais vous raconter ça dans l'ordre. Enfin, dans mon ordre à moi, qui est pas toujours très ordonné. Je suis né en 1940, juste avant que tout parte en vrille. Mon père était ouvrier à l'usine textile Rougeot, pas loin du canal. Il travaillait 6 jours sur 7. Il sentait le coton mouillé en rentrant le soir. Ma mère lavait les sols à l'école communale. Oui, la même école où je suis devenu instituteur 20 ans plus tard, c'est comme ça à Roanne. Les familles tournent en rond sur elles-mêmes. Elle était discrète, ma mère. Elle parlait peu. Elle regardait beaucoup. L'école, pour moi, c'était pas une vocation au départ. C'était une échappatoire. Le seul garçon du quartier à avoir le certificat d'études avec mention. Monsieur Carrière, mon instituteur à moi, l'homme qui m'a mis le livre entre les mains, je dis bien mis, pas juste proposé. Il m'a regardé un jour, j'avais 9 ans, et il a dit à ma mère « Ce garçon doit continuer ». C'est tout. Ce garçon doit continuer. Ma mère a hoché la tête. Et elle a fait des ménages supplémentaires pour payer les livres du collège. Je lui dois tout. À Monsieur Carrière et à ma mère. Tout. J'ai obtenu mon certificat d'aptitude pédagogique en 1961. 21 ans. J'étais fier. Terriblement fier. Le genre de fierté qui te rend un peu idiot, tu sais, qui te fait croire que tu sais déjà tout. Ma première classe, c'était le CM2 de l'école Jules Ferry, rue du Commerce. 32 élèves. L'hiver, le poêle à charbon au fond de la salle chauffait la moitié de la pièce, l'autre moitié gelait. Les enfants du fond gardaient leurs manteaux. Je gueulais dessus pour qu'ils arrêtent de se lever toutes les 5 minutes pour aller se réchauffer près du poêle. Et après, je me détestais de les avoir grondés pour ça. Le premier regret, le tout petit regret de début de carrière. Mais ce n'est pas celui-là dont je veux parler. En 1963, j'ai épousé Micheline Ferrat. Micheline avec un M, comme elle tenait à le préciser. Elle était secrétaire à la mairie. Brune, des yeux noisettes, un rire qui prenait toute la pièce. On s'est mariés à l'église Saint-Étienne parce que sa mère le voulait, même si ni elle ni moi, on était vraiment croyants. La culture catholique à Roanne dans les années 60, c'était comme la politesse. On la pratiquait par habitude plus que par conviction. Vin de messe le dimanche, chapeau des femmes, la voix grave du père Joubert qui endormait la moitié de l'assistance. On a eu 2 enfants.
Isabelle en 1965, Pascal en 1968. Pascal. Il s'appelait Pascal. Non, attendez, je vais pas aller directement là. C'est trop tôt. Il faut que vous compreniez d'abord comment j'étais, moi, ce que j'étais. Parce que le regret, ça prend tout son sens quand on comprend le personnage. Et le personnage, c'était pas quelqu'un de facile. J'étais sérieux, trop sérieux. J'avais cette conviction, je l'ai gardée trop longtemps, que le travail était une vertu morale, que la rigueur était une vertu morale, que la fantaisie était une forme de paresse déguisée. C'est ce qu'on m'avait appris. Pas de façon brutale, mon père n'était pas un homme brutal, mais par l'exemple. Il rentrait épuisé, il mangeait, il dormait, il repartait. La vie, c'était ça, l'effort, la tenue. À l'école, j'étais un bon instituteur, peut-être un trop bon instituteur, au sens où j'avais trop le sentiment de ma propre importance. Je me croyais un peu au-dessus. Pas de façon arrogante, je me serais défendu d'être arrogant. Mais j'avais cette certitude calme, anesthésiante, que je savais comment les choses devaient être faites, comment les enfants devaient se tenir, comment on devait apprendre, comment on devait vivre. Et ça, cette certitude, elle m'a coûté très cher. Pas professionnellement. Professionnellement, ça marchait très bien. En 1972, le directeur de l'école partait à la retraite. On m'a proposé le poste. Directeur. À 32 ans. C'était jeune. J'ai accepté. Micheline était contente. Mes parents étaient fiers. J'avais l'impression d'avoir gravi quelque chose, un échelon solide, concret. Le problème avec les échelons, c'est qu'on regarde vers le haut quand on monte. On ne regarde pas autour. Mai 68, j'en étais passé à côté d'une façon qui me fait encore légèrement honte. J'avais 28 ans. J'avais 2 collègues qui avaient manifesté à Lyon, cours Gambetta, avec les étudiants, les enseignants du secondaire, les ouvriers de Berliet. Ma réaction, c'était une réaction de vieux con prématuré. J'ai dit, je m'en souviens très précisément parce que Micheline me l'a rappelé 20 fois par la suite. J'ai dit, tout ça va finir par rentrer dans l'ordre. Comme si l'ordre était la finalité. Comme si l'ordre était une valeur en lui-même. Micheline m'avait regardé ce soir-là avec quelque chose que je n'avais pas su lire sur le moment. Un mélange de déception et de résignation. Je me souviens de la lumière, la lampe de la cuisine à Roanne, l'abat-jour beige, la table en formica blanc, et de son regard. J'aurais dû m'arrêter et lui demander ce qu'elle pensait. Je ne l'ai pas fait. C'est un de mes petits regrets, un parmi d'autres. Le grand, lui, il commence en 1974. Pascal avait 6 ans en 1974. C'était un enfant difficile à cerner pour moi. Pas difficile au sens turbulent. Il était doux, au contraire. Trop doux, peut-être. Il aimait dessiner. Il passait des heures à dessiner sur les carnets que Micheline lui achetait à la papeterie Gona, rue Nationale. Des animaux, des forêts imaginaires, des personnages aux formes étranges. Il ne jouait pas beaucoup au foot avec les autres garçons du quartier. Il préférait rester à la maison, à dessiner ou à regarder les livres d'images. Moi, ça m'inquiétait. Je ne le disais pas comme ça, mais ça m'inquiétait. J'avais cette idée, stupide, je le sais maintenant. Je le savais déjà à moitié à l'époque, mais je ne voulais pas le savoir. Que les garçons devaient être d'une certaine façon. Robustes, extravertis, pas trop dans leur tête, pas trop dans les dessins. J'associais, sans le formuler vraiment, la sensibilité avec une forme de fragilité. Et la fragilité m'effrayait pour lui. Parce que le monde est dur, non? Parce que le monde ne pardonne pas les gens trop sensibles, trop différents. C'est ce que je croyais.
C'est ce qu'on m'avait appris à croire. En 1976, j'ai inscrit Pascal au club de judo du quartier. Contre son gré, à vrai dire. Il n'avait pas protesté, il ne protestait jamais contre moi, mais il n'avait pas demandé non plus. Il y est allé pendant 1 an. Il détestait ça. Je le savais et je n'ai rien changé. En 1977, son professeur de dessin au collège, un certain monsieur Allard, que j'ai croisé 1 ou 2 fois, m'a dit que Pascal avait un talent exceptionnel. Un vrai don, monsieur Sauvaget. Vous devriez le laisser s'exprimer. J'ai répondu quelque chose du genre « Oui, c'est bien, mais il faut qu'il ait une vraie formation d'abord. » Une vraie formation. Comme si le dessin n'était pas une vraie formation. Comme si l'art n'était pas une vraie vie. Pascal a continué à dessiner en cachette, dans sa chambre, la nuit parfois. J'ai découvert ça plus tard. Les carnets sous le lit, des centaines de pages, des séries entières de personnages qu'il avait inventés, des histoires sans parole, de la bande dessinée avant que je comprenne que c'était de la bande dessinée. Je ne savais pas, dans ces années-là, que la bande dessinée allait devenir quelque chose. Pour moi, c'était Tintin et Spirou, les journaux du dimanche, les trucs pour les enfants. En 1980, Pascal avait 12 ans. Il est venu me voir un soir de novembre. Je revois encore le feu dans la cheminée du salon, Micheline qui tricotait, le journal télévisé qu'on avait éteint, et il m'a dit qu'il voulait aller à l'école des beaux-arts de Lyon quand il serait grand. Il avait dit ça avec une précision qui m'avait frappé. Pas « je voudrais être artiste », non. L'école des beaux-arts de Lyon. Il avait fait sa recherche. À 12 ans. J'aurais dû m'asseoir à côté de lui et lui dire « dis-moi tout ». Je ne l'ai pas fait. J'ai dit « on verra. Pour l'instant, il faut que tu aies de bonnes notes en français et en mathématiques ». Il a hoché la tête. Il est sorti de la pièce. Et quelque chose s'est fermé entre nous ce soir-là. Pas violemment, il n'y a pas eu de scène, pas de pleurs, rien de dramatique. Juste une porte qui se ferme doucement. Le genre de porte qu'on n'entend presque pas, mais qu'on ne peut plus rouvrir aussi facilement après. Les années 80, le chômage qui arrive, les privatisations, l'inquiétude sourde qui pesait sur tout le monde. Je me souviens du salon du tabac-presse près de l'école, les types qui parlaient de la crise, de Renault qui licenciait, de Peugeot qui négociait avec les syndicats. Moi, enseignant fonctionnaire, j'étais protégé de tout ça. Et cette protection m'a encore un peu renforcé dans l'idée que la sécurité était la valeur suprême. Avoir un poste stable, une retraite assurée, une vie prévisible. C'est cette idée-là que j'ai transmise à Pascal, pas en le disant, en le vivant, en étant ce que j'étais. Pascal a eu son bac en 1987. Il était bon élève, pas brillant, bon. Il a suivi des études de comptabilité à Lyon, parce que c'était pratique, parce que ça assurait un emploi. Il ne m'a jamais dit que c'était pour me faire plaisir. Il ne m'a jamais dit que c'était contre ses envies. Il était comme moi par certains côtés. Il gardait les choses en lui. Il a trouvé un poste à Lyon dans un cabinet. Il s'est marié en 1993 avec une fille très bien, Nathalie Dumont. Il a eu 2 enfants. Il a une maison à Écully. Il est parti en retraite l'année dernière. Il va bien. Mais il n'a plus jamais dessiné après ses 20 ans. Plus jamais. Je le sais parce que Nathalie me l'a dit, une fois, sans malice, comme ça, en passant. Pascal ne dessine plus depuis longtemps, c'est dommage. Il était tellement doué. Elle ne savait pas ce qu'elle était en train de me dire. Ou peut-être qu'elle savait très bien. Voilà mon regret. Pas d'avoir raté des vacances. Pas de ne pas avoir voyagé. Pas d'avoir travaillé trop, pas assez. Mon regret, c'est d'avoir tué quelque chose chez mon fils. Lentement, patiemment, avec les meilleures intentions du monde. Ce qui est peut-être la pire façon de tuer quelque chose. Il y a un homme dont je veux vous parler maintenant.
Il s'appelait Raymond Escoffier. Pas de la famille des cuisiniers, non. C'était juste un nom commun dans la région. Raymond travaillait à la coopérative agricole, côté Mably. Un homme de la campagne, les mains larges, les yeux clairs, la cinquantaine quand je l'ai connu. On s'est croisés dans le cadre de l'association des parents d'élèves, au début des années 80. Sa fille Claire était dans ma classe. Enfin, dans la classe de l'école dont j'étais directeur. Raymond Escoffier avait une particularité que je ne comprenais pas au départ, que je trouvais un peu déplacée, à dire vrai. Il chantait. Tout le temps. Pas en public, pas en spectacle. Il chantait pour lui, dans sa voiture, dans sa cour, en travaillant. De vieilles chansons, des trucs qu'on n'entendait plus, des chansons de Montand, de Brassens, et aussi des cantiques qu'il avait appris à l'église enfant et qui lui étaient restés même si lui non plus n'était plus vraiment croyant. Il chantait faux d'ailleurs, magnifiquement faux. Un soir, à une réunion de parents, je l'avais entendu fredonner dans le couloir en attendant que la salle soit prête. Quelqu'un lui avait dit en riant « Raymond, t'as la voix d'un chat de gouttière, tu pourrais faire un effort. » Et lui avait répondu, sans se vexer, avec ce sourire tranquille qu'il avait toujours, « Je chante pas pour vous, je chante pour moi. Je chante pas pour vous, je chante pour moi. » J'y ai repensé des centaines de fois depuis, cette phrase si simple, cette évidence que lui avait et que moi j'avais perdue quelque part dans ma carrière de directeur d'école sérieux et responsable. L'idée qu'on a le droit de faire des choses pour soi-même, pas pour être regardé, pas pour être jugé, pas pour prouver quelque chose, juste pour soi. Raymond Escoffier est mort en 1991. Crise cardiaque dans son champ, à 57 ans. Pas vieux, trop tôt. Ses enfants ont vendu la ferme 2 ans après. Claire est devenue infirmière à Vichy. Elle est venue me voir à l'école pour me l'annoncer, la mort de son père. Elle pleurait, mais elle souriait en même temps. Elle ressemblait à son père dans ces moments-là. Elle m'a dit « Papa parlait souvent de vous, vous savez. Il disait que vous étiez quelqu'un de bien, mais que vous aviez l'air trop fatigué d'être aussi sérieux. » Trop fatigué d'être aussi sérieux. J'en ai parlé à Micheline le soir. Elle a ri, d'un rire doux, sans méchanceté. Il avait raison, ton Raymond. J'ai répondu quelque chose de défensif. Je ne me souviens plus exactement quoi. Quelque chose sur les responsabilités, les obligations, le rôle d'un père, d'un directeur d'école. Elle avait arrêté de sourire. Elle avait dit « Bernard », juste mon prénom. Et elle était allée dans la cuisine. Les grandes conversations qu'on n'a jamais eues. C'est ça aussi, le regret. On était bien ensemble, Micheline et moi. Ne vous imaginez pas un mariage malheureux. On s'aimait, on se respectait. Mais on se parlait autour des choses importantes plutôt que des choses importantes elles-mêmes. C'est courant, je crois. C'est même français, cette façon de contourner l'essentiel avec des mots qui tournent autour. On parlait des enfants, du jardin, des vacances en Bretagne. On allait dans un gîte près de Quimper, tous les ans, depuis 1971. Le même gîte, les mêmes crêpes à la même crêperie de Douarnenez. On parlait de politique parfois, de nos familles, du quartier. Mais on ne parlait pas de nous, de ce qu'on voulait vraiment, de ce qu'on avait peur d'être devenu. Ce n'est qu'à la retraite, j'ai pris ma retraite en 2000, j'avais 60 ans, comme prévu, comme normé, dans les rails, qu'on a commencé à parler autrement. Trop tard pour certaines choses, pas trop tard pour tout. Micheline m'a dit, 2 ans après ma retraite, lors d'une promenade sur les bords de Loire en automne, les feuilles jaunes et rouges et l'air frais de l'Auvergne qui descendait, elle m'a dit « Je me suis souvent sentie seule avec toi. Je ne me suis pas mise en colère. J'aurais pu à une époque. Là, j'ai pris sa main et j'ai dit « Je sais. Je le savais pas alors.
Maintenant, je le sais. Elle m'a serré la main. On a marché sans parler encore un quart d'heure. C'est peut-être le plus beau quart d'heure de notre mariage. Elle est morte en 2018, cancer du poumon. Elle n'avait jamais fumé. Ces injustices-là, je ne m'y suis jamais fait. 3 mois entre le diagnostic et la fin. 3 mois. On a parlé ces 3 mois-là. Vraiment parlé. Elle m'a dit des choses que je ne savais pas. Je lui ai dit des choses que je n'avais jamais dites. Trop tard et pourtant pas totalement perdu. Il y a quelque chose de précieux dans ces conversations dernières, même si l'idéal aurait été de les avoir 30 ans avant. Isabelle est venue de Bordeaux avec ses enfants. Pascal est venu d'Écully. On s'est retrouvés tous autour d'elle. Et dans ces semaines-là, Pascal et moi, on a recommencé à se parler. Pas sur le dessin, ça c'est resté non dit, peut-être pour toujours, mais sur d'autres choses, sur elle, sur nos souvenirs communs, sur des petites scènes d'enfance que lui se rappelait et que moi j'avais oubliées, et réciproquement. Un soir, il m'a dit « Tu te souviens du cahier de dessin que tu m'avais acheté pour Noël 1978 ?» J'avais pas de souvenir précis, mais j'ai dit oui. Il a souri. Il était vert, couverture rigide. Je l'ai encore dans une boîte quelque part. Il l'a encore. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être rien, peut-être tout. Je suis seul maintenant dans cette maison. Isabelle m'appelle tous les dimanches. Pascal passe une fois par mois avec Nathalie et les petits-enfants. Théo, l'aîné, a 16 ans. L'autre jour, il m'a montré ses dessins sur son téléphone, des dessins numériques, des choses que je ne comprends pas vraiment, des personnages dans des univers imaginaires, les mêmes formes étranges et organiques que les carnets de son père sous le lit en 1980. J'ai regardé longtemps. J'ai dit « C'est remarquable, Théo. » Et c'est la vérité. Il a rougi. Il a dit « Tu trouves vraiment ?»« Vraiment. » Il a souri et il est allé chercher du jus de pomme dans la cuisine. Et moi, je suis resté là, dans mon fauteuil, avec cette image dans la tête, les dessins de Pascal sous le lit, les dessins de Théo sur l'écran, et quelque chose qui ressemblait à la fois à de la douleur et à du soulagement. La douleur de ce que j'avais manqué, le soulagement que ça continuait quand même, d'une façon ou d'une autre. Vous savez, on parle beaucoup de transmission dans les familles, ce qu'on transmet de bon, les recettes de cuisine, les valeurs, le sens du travail. On parle moins de ce qu'on transmet malgré soi, les peurs, les résignations, les silences. J'ai transmis à Pascal ma certitude que la sécurité valait mieux que la liberté. Je ne le lui ai jamais dit avec ces mots-là, jamais, mais il l'a appris de moi par osmose, en regardant comment je vivais, en voyant ce que je valorisais et ce que je négligeais. C'est ça le plus terrible dans l'éducation. On n'éduque pas vraiment avec ce qu'on dit, on éduque avec ce qu'on est. Et moi, j'étais un homme qui avait peur. Peur de quoi ? De l'échec, bien sûr, de la précarité. J'avais vu mon père travailler comme une bête de somme. J'avais vu des familles du quartier dans la misère après les fermetures d'usines des années 70. Mais aussi, plus profondément, peur de quelque chose de moins nommable. Peur que si on s'autorisait à vivre selon ses désirs, les vrais désirs, pas les désirs raisonnables et approuvés, peur que tout s'effondre, que le vernis craque, que la vie devienne incontrôlable. Raymond Escoffier chantait faux dans sa cour parce qu'il n'avait pas cette peur-là. Ou peut-être qu'il l'avait, mais qu'il l'avait apprivoisée. Il avait compris quelque chose que j'ai mis 85 ans à comprendre. Les choses qu'on fait pour soi, les choses qu'on fait par amour de la chose elle-même et non par crainte du regard des autres, ces choses-là ne réclament aucune justification. Elles sont leur propre
justification. Pascal comptait des colonnes de chiffres pendant 30 ans. Il est parti à la retraite l'année dernière. Je lui ai demandé au téléphone s'il était content. Il a dit « Je suis soulagé ». Pas content, soulagé. Ce mot-là m'a traversé comme une lame. Soulagé de quoi? D'arrêter, d'en avoir fini. On devrait sortir d'une vie professionnelle avec autre chose que du soulagement. Je pense souvent à Monsieur Carrière, mon instituteur à moi, celui qui avait dit à ma mère « Ce garçon doit continuer ». Qu'est-ce qu'il avait vu en moi? L'intelligence? Sûrement. Mais aussi peut-être quelque chose d'autre. Une curiosité, une envie de comprendre, un feu. Est-ce que j'ai transmis ce feu à mes élèves pendant 37 ans? À certains, oui, je le crois. Quelques-uns sont venus me voir à la retraite, des hommes et des femmes dans la cinquantaine, pour me dire ce que ça avait représenté pour eux. Ces moments-là comptent. Ils comptent énormément. Mais à mon propre fils, le feu que j'avais pour les livres, pour les idées, pour les choses qui se comprennent et s'approfondissent, je n'ai pas réussi à le transmettre sous une forme qui corresponde à lui. J'ai voulu lui transmettre mon feu à moi, dans mes formes à moi, au lieu de chercher quel feu était le sien et de l'aider à l'alimenter. C'est la différence entre aimer quelqu'un et aimer l'idée qu'on a de quelqu'un. J'aimais Pascal, profondément, sans aucun doute. Mais parfois j'aimais surtout l'idée que je me faisais du fils que j'aurais voulu avoir. Et lui, le vrai lui, il attendait derrière, patient, silencieux, avec ses carnets sous le lit. Il y a une chose que je n'ai jamais faite et que je devrais faire avant de mourir. Lui dire. Pas de façon dramatique, pas avec des larmes et des grandes phrases. Juste lui dire, un soir, tranquillement, « Pascal, j'aurais dû mieux t'écouter. J'aurais dû mieux regarder qui tu étais. Je le regrette. » 3 phrases, simples, vraies. Je ne l'ai pas encore fait. Je vais le faire. La prochaine fois qu'il passe, je vais le faire. C'est ça aussi la vieillesse. On remet moins les choses à demain quand on comprend que les demain sont comptés. La maison est silencieuse le soir. Je mange seul depuis 2018. Je fais moi-même le marché le dimanche matin, comme avant. Le marché couvert de Roanne, les fromagers, le poissonnier, le type qui vend des légumes du jardin. Cette odeur du marché le matin, les voix qui se mêlent, les tuyaux d'arrosage sur le carrelage mouillé, les criottes de mandarines sur le sol, ça n'a pas changé. Ces choses-là ne changent pas. Le soir, je lis. J'ai toujours lu. C'est peut-être ce que j'ai de mieux fait dans ma vie, lire. Pas pour apprendre, plus maintenant. Juste pour la compagnie. Pour avoir des voix dans la tête qui ne sont pas les miennes. Et puis parfois, rarement, je chantonne. Des vieilles chansons. Pas bien, pas juste. Un peu comme Raymond Escoffier. Pour moi. Il a fallu du temps. Mais j'y arrive. Voilà, je vais finir là-dessus. Pas par une grande conclusion philosophique. Vous me connaissez maintenant assez pour savoir que c'est pas mon style. Ou c'était mon style avant, et j'essaie de m'en débarrasser. 3 choses. 3 choses concrètes, de moi à vous. Première chose, regardez vraiment les gens que vous aimez. Pas votre idée d'eux. Eux. Ce qu'ils font quand personne regarde. Ce qui les allume. Ce qui les éteint. Prenez le temps de regarder ça de près, régulièrement, toute votre vie. Parce que les gens changent. Et si on ne regarde pas, on rate le changement et on continue à aimer quelqu'un qui n'existe plus tout à fait. Deuxième chose. Les conversations importantes, ne les remettez pas. Pas à demain, pas à quand vous serez moins fatigué, pas à quand les enfants seront couchés,
Pas à quand les vacances arrivent. Maintenant. Ce soir. Ça peut être court, ça peut être maladroit, ça peut faire peur. Dites quand même. Troisième chose. Trouvez votre Raymond Escoffier. Ce truc que vous faites pour vous. Pas pour être regardé, pas pour réussir. Juste pour vous. Même si vous le faites mal. Surtout si vous le faites mal. Et ne le justifiez pas. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous faites ça, dites « je le fais pour moi ». C'est suffisant. C'est même la seule réponse qui compte. Voilà, 85 ans, toute une vie à Roanne. Un métier que j'ai aimé, une femme que j'aimais, un fils à qui je dois encore 3 phrases. Le reste, c'est des détails. Ou presque.